Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Après un nul dans le derby sans relief, les Aiglons affrontent ce dimanche des Lyonnais qui marchent sur l'eau. Pour en parler à mes côtés cette semaine, Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Amberse, salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et Antoine Delgoulet, salut Antoine. Salut à tous. Notre invité fait son retour sur le plateau de Gymto, jeune retraité célébré avant le derby. Une des légendes de l'OGC Nice est avec nous, c'est Jean-Philippe Mathieu. Salut Jean-Philippe. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci à toi. Déjà, t'as vu, déjà à peine retraité, on en a profité, tac. Ben oui, parce que j'ai un peu plus de temps. Ouais, c'est pour ça. Tu vas nous expliquer évidemment tout ça. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur ce 0-0 contre Monaco avec un focus sur Morgan Sanson qui a récupéré beaucoup de ballons dans cette rencontre. Nous parlerons également de Dante qui vient d'obtenir la licence UEFA pour devenir entraîneur. Et puis, nous basculerons bien sûr sur la rencontre à Lyon avec cette question dans le pour-contre. Faut-il mettre la pression sur l'arbitrage avant ce match, compte tenu bien sûr des précédents matchs qui ont opposé Niçois et Lyonnais du côté du Rhône. Et puis en fin d'émission, dans le Souviens-toi, Antoine rendra hommage à Toko, l'ancien défenseur entre autres de Nice et l'ancien attaquant du Nice et du Paris Saint-Germain qui nous a hélas quitté cette semaine. Mais pour démarrer cette émission, on va se pencher sur ce match nul, ce 0-0 donc contre Monaco dans le derby. Un derby sans vainqueur et sans saveur, Will, ou pas du tout? Non, moi j'ai trouvé sans vainqueur, oui, sans saveur, non. J'ai vu beaucoup d'intensité. Un gros duel athlétique. Ça a manqué beaucoup d'occasions franches de part et d'autre parce qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, mais encore une fois, du déchet dû à l'intensité. Le porteur n'a jamais eu vraiment beaucoup le temps de voir les solutions. Il y avait toujours une agression sur le porteur des deux équipes. Franchement, on a vu des gros duels. Moi, j'ai vu un super match entre Wai et Denis Zakaria. Zakaria, première demi-heure moyenne, mais après, il est monté en pression et c'est lui qui tient la baraque côté monégasque. Donc, sans saveur, moi je trouve ça dur. Un match fermé, mais avec beaucoup d'engagement et un match de Ligue 1. Un match de Ligue 1, l'endroit où peut-être que les deux équipes avaient un peu peur de se livrer, non? Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu deux équipes qui avaient surtout besoin de se rassurer défensivement. Et alors voilà, il y a eu des intentions, mais c'est vrai que le déchet technique à l'orée de la surface de réparation a un peu tout gâché. Et je pense notamment à cette occasion d'Eli Wai, où il glisse sur le ballon, enfin voilà, et après il envoie une pastèque là, en touche. Et c'est dommage parce que lui, c'est vrai qu'il s'est énormément battu. Et le duel contre Denis Zakaria valait le coup. Mais je pense aussi au match de Gabin Bernardo. Énormément d'intention, de volonté d'aller vers l'avant. Puis au final, il a toujours manqué ce petit truc des deux côtés. Donc voilà, ça fait 0-0. Très très rare sur le derby de la Côte d'Azur. Ah oui. Je crois depuis 16 ou 17 matchs. 17 ans, voilà. Ce n'était pas arrivé, donc c'est dommage, on voulait voir des buts, mais je pense que les deux équipes se contentent d'un nul et c'est pas plus mal. Les stats de cette rencontre entre Nice et Monaco que l'on va voir à l'image, avec en particulier évidemment ce poteau concédé par les Niçois, une grosse occasion en faveur de l'AS Monaco en début de match par Balogun. Toi, l'ancien défenseur que tu es peut-être toujours d'ailleurs, Jean-Philippe, toi ce 0-0 il a dû te plaire. Oui, parce que moi je trouve qu'il y a eu une mi-temps pour nous, la première mi-temps, et on a été peut-être un petit peu émoussé en deuxième, mais ça bonifie la bonne période de l'OGC Nice. Il n'y a plus de défaite. On prend des points. Et je pense que pour aller au maintien, il faut prendre des points. Donc malgré tout, ça a été un bon 0-0. Voilà. Monaco a eu sa période, on a eu la nôtre. Et c'est vrai que je vous rejoins. Et surtout en première mi-temps, on a manqué de justesse à l'approche des 20-25 derniers mètres. Où là, si on est un petit peu plus juste, on peut leur faire mal. Parce que c'est vrai qu'ils sortaient d'une défaite en Coupe de France. Je me suis dit, et sincèrement, c'est bon pour nous. Mais c'est quand même bien, on prend des points. On prend des points, et puis surtout, il y a ce clean sheet, le premier de l'ère Puel, quand même, malgré tout. C'est non négligeable pour cette équipe de l'OGC Nice, comme l'a dit Leandra, qui s'est rassurée défensivement sur ce match-là. Oui, d'ailleurs les deux équipes, puisque Monaco a signé son troisième clean sheet d'affilée aussi en Ligue 1. Première fois que Dupé ne prend pas de but.
Donc déjà c'est pour comme il a été intronisé apparemment gardien titulaire, c'est bien apparemment. Donc pas officiellement, mais donc ça le met aussi en confiance. Et puis oui, moi j'ai plein de gens qui sont allés en match qui m'ont dit qu'ils avaient été déçus un peu par le nul, mais moi je suis pas d'accord. J'ai vu un match rythmé, effectivement, peu d'occasions, mais j'ai vu un début de match très rythmé. Il y a cette barre de Balogun, il y a l'histoire de la main de Kerrer. Dont on n'a pas parlé là, mais on va en parler, parce que j'allais relancer les wins là-dessus, évidemment, parce qu'il était comme un fou à la mi-temps. Voilà, de la main de Kerrer qui paraissait, en tout cas à la télé, vraiment clair. Et puis voilà, puis il y a Diop qui a failli marquer aussi avec ce sauvetage sur la ligne, avec l'erreur du gardien monégasque. Non, il y avait quand même quelque chose. Et puis voilà, il y avait de l'envie, il y avait et de l'ambiance aussi. Et puis j'ai beaucoup aimé, malgré une erreur de relance, la prestation de Dante. Qui a été solide. Qui a été solide, qui a enchaîné 2 matchs de Ligue 1 d'affilée et je l'ai trouvé bon, et ça c'était un bon point dans ce match-là. Le penalty, donc rappelle-nous un petit peu, c'est la VAR qui est revenu, qui a rappelé l'arbitre pour après une main de Kerrer qu'avait sifflé Monsieur Bastien. Voilà, sur un centre qui fuyait devant le but, Kerrer touche la main, le ballon n'est pas dévié avant, il va directement sur sa main, Benoît Bastien siffle et puis après, miracle. Le VAR se réveille et l'appelle et le déjuge. Alors moi, ce qui m'a énervé, c'est pas le fait qu'il siffle ou pas, c'est plutôt le fait que le VAR le déjuge, mais la semaine d'avant, Dante, non. C'est toujours le même problème d'uniformisation. Et donc, c'est ça qui m'a énervé, c'est l'incohérence, en fait, que si tu siffles et tu annules pour la main de Kerrer, tu dois faire la même chose pour Dante, ou vice-versa. Si Dante, tu dis rien, tu dois rien dire pour Kerrer. Parce que pour moi, et en plus, les deux situations, pour moi, c'est pas les mêmes. Quand tu regardes la main de Dante, elle est le long du corps, il essaie de l'éviter et tout. Là, Kerrer, elle est comme ça, sa main. Elle est un peu plus peut-être Brown Écharpe, non ? Regarde, elle est comme ça, il la prend du point. Comme ça. Et il n'y a pas de déviation avant, il n'y a rien. Et le ballon passe devant le but. Contrairement à Dante qui au bord de la surface, c'est pas un ballon dangereux. Là, c'est un ballon qui vient devant le but. Donc je comprends pas. C'est pour ça que j'étais énervé. Mais après, pour le bien du foot, on va pas pleurer un penalty comme ça. Voilà, vaut mieux pas siffler ce genre de penalty. C'est l'incohérence qui m'énerve. En règle générale, pour Dante, il n'y avait absolument pas à siffler penalty. Là, ça aurait été effectivement assez sévère pour Monaco. Mais sauf qu'on n'y comprend plus rien, Jean-Philippe, sur les penalty maintenant. Mais je te rejoins parce que après, ça va nous faire passer toujours pour des pleureuses. Mais on dirait qu'il y a souvent un double arbitrage. J'ai vu un match, là, c'était Paris, un tacle. Vitinha. PSG Marseille. Mais je suis sûr que si c'est nous... C'est rouge. C'est rouge. Donc, il y a plein de choses au niveau de l'arbitrage à revoir, dont ses mains. Parce que une fois c'est blanc, une fois c'est noir, une fois c'est noir, une fois c'est blanc. La règle c'est quoi? C'est l'intentionnalité, c'est ça, Léandre? Il ne faut pas d'intentionnalité, Antoine, peut-être qui peut... Non, mais justement, ça change tous les ans. Ça change selon les arbitres, ça change selon les matchs. Tous les ans, tu sais jamais où t'en es. Ça annule une action de but. Mais on te parle aussi de ça maintenant, de trajectoire du ballon qui va vers le but ou pas. Mais alors la main de Dante, par exemple, c'est ubuesque en fait. Il est là-bas dans l'angle de la surface. Et comme j'en parlais avec un joueur, en fait, d'un centre anodin sur le côté de surface, t'en fais un penalty à 80% de chance de marquer. Alors ça peut devenir aussi un geste technique. Admettons que demain, on siffle toutes les mains. Quoi qu'il arrive, on siffle les mains. Ça devient un geste technique peut-être pour l'attaquant, de viser la main du défenseur. Les défenseurs joueront différemment. Est-ce que ce serait pas la solution Non, mais moi je pense que Jean-Philippe, il aurait pas aimé être défenseur à cette période. Non, mais ça c'est Parce sûr. que franchement, ils peuvent pas défendre, c'est impossible. Et Dante, il l'a très bien dit. Exactement. Mais c'est terrible. J'allais en venir. Moi, je peux plus voir ces défenseurs défendre. Les mains dans le dos. C'est on dirait des prisonniers. Parce que Théo, même si le gars ne va pas centrer, il va te faire un crochet. Oui, t'es plus sur des appuis. T'as plus d'aide. C'est terrible. C'est terrible. Donc il n'y a pas de bonne solution. Vous êtes en train de me dire. Moi, si tu veux siffler toutes les mains dans la surface, tu les siffles par un coup franc. Il y a des coups francs directs. Indirect. Coup franc indirect dans la surface. Oui, mais la règle, elle existe de base. On n'en siffle plus. Mais rappelle-toi, Jean-Philippe, à ton époque, il y avait les coups francs indirects dans la surface de réparation. Bon, nous, on faisait pas trop de fautes dans la surface. On les faisait bien avant. Bien avant. Non, mais le coup franc indirect, moi j'en ai déjà parlé dans cette émission avec Eric Borghini là, qui était venu le président des arbitres. Apparemment, non, ça convainc personne. Mais ça existait à l'époque, c'était très bien cette règle. Elle est un peu involontaire. Bon, tu sais pas, coup franc indirect.
voilà, ça crée quand même une Ça crée quand même occasion. ce genre de but. Oui. Voilà, Si t'as Juninho en face dans le coup franc, tu vois. surtout, ça crée clairement. une cohérence et une uniformisation pour tout le monde. Il y a main, il y a coup franc pour tout le On monde. va militer dans Gym Tonic pour le retour du coup franc indirect. Ouais. Voilà. On reparlera d'ailleurs de l'arbitrage tout à l'heure, puisque avec Lyon-Nice, on a de quoi en dire. Mais on va rester sur ce Nice-Monaco dans le focus avec Morgan Sanson. Un vrai match de patron, milieu de terrain, Morgan Sanson, dans un rôle de récupérateur, cette fois, 12 ballons récupérés. On va voir ses stats sur cette rencontre, Will, mais la stat qui tue, c'est celle-là, c'est 12 ballons récupérés. C'est pour ça que je vais dire une taille demi-patron. Parce que c'est pas encore le Sanson à son meilleur niveau, parce que c'est pas dans tous les domaines où il est capable d'exceller, justement. Mais dans ce match-là, et c'est même surprenant plutôt, il a été très très bon à la récup. Donc 12 ballons récupérés, c'est le deuxième plus haut total individuel de la saison, derrière Valentin Rongier, qu'il avait fait pour un Rennes-Marseille. 14, exactement. Donc, très très haut score, mais voilà, ce qui lui a manqué dans le match, je trouve, c'est cette dernière passe, cette verticalité dans les derniers mètres, ce qu'il est capable de faire en plus. Comme on l'a vu faire au Parc des Princes la Oui, saison et, dernière. voilà, exactement. En fin de saison dernière, il avait été excellent là-dedans. Voilà, c'est ce qui lui manque. Mais par contre, voilà, pour revenir sur du positif, revoir ce Morgan Sanson avec ses jambes, avec cette fiabilité, avec cette envie, avec cet talent, ça fait du bien. Il est métamorphosé presque, j'ai envie de dire, Morgan, là, depuis l'arrivée de Claude Ouais, Puel. on retrouve le vrai Morgan Sanson, quoi. Quasiment complet. Alors oui, il lui manque encore ces petits trucs, mais on connaît. On connaît ses qualités. C'est un joueur fiable, normalement. Normalement, c'est un joueur que vous êtes coach, vous partez du gardien, 1, 2, 3, vous êtes tranquille, et après vous rajustez. Non, c'est vrai que il était tombé vraiment très bas. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Mais là, depuis quelque temps, et depuis l'arrivée de Claude, c'est vrai qu'on retrouve le vrai. Et il fait du bien aussi donc au milieu de terrain, à côté de lui. Il bonifie aussi les Van Noot, ceux qui rentrent à ses côtés, quoi. Ben, on le voit parce que Charles Van Noot, c'est pas du tout le même quand il y a Morgan Sanson à ses côtés ou Salih Abdoul Samed. Il joue presque à contre-courant. Donc oui, Morgan Sanson, il bonifie un peu tout le monde autour. Il y a cette belle passe D, ce centre pour Shaw contre Nantes. Et puis surtout, il termine les matchs. Ça faisait plus d'un an et demi qu'il n'avait pas fait 90 minutes. Donc il a les jambes pour le faire, il se projette. On sent que c'est quelqu'un qui veut toujours jouer vers l'avant. Donc c'est ces qualités-là qui font du bien. Et oui, il est fiable techniquement. D'ailleurs, on l'avait dit tout de suite, quand Claude Puel est arrivé, il allait en faire un de ses hommes de base. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il veut des joueurs techniques et qui sentent le ballon. Intelligent. Intelligent. L'intelligence de Morgan Sanson. On l'écoute justement après cette rencontre. On l'a questionné évidemment sur ses ballons récupérés et sur ce match face à Monaco. Je me sens vraiment mieux, beaucoup mieux. Même si à la fin ça crampait un peu, mais non, je sens que c'est mieux. Après, j'ai des matchs où je joue en 10, d'autres en 8. Là, ce soir, c'était plus en 6, donc c'est des matchs différents. Mais voilà, j'ai essayé d'être concentré, d'être focus et d'apporter le plus que je pouvais à l'équipe. Donc non, 12 ballons, c'est bien. C'est bien. Mais non, c'est un travail collectif aussi. On voit qu'on est tous en avançant, on défend tous en avançant et il y a une vraie envie de récupérer le ballon, surtout à la perte. Et je pense qu'on a été solide ce soir. Voilà, Morgan Sanson après la rencontre face à l'AS Monaco. Ça doit être un des hommes de cette deuxième partie de saison pour l'OGC Nice, un des hommes de base, un des hommes fiables, comme on disait. Mais c'est tout à un l'heure. des hommes de cette deuxième partie de saison, de toute façon. Avec Francaise, il n'avait pas la confiance de Francaise. En plus, Morgan, c'est quand même quelqu'un qui marche à la confiance. On l'a vu pendant sa carrière. Il faisait que des bouts de match sous Francaise. Alors il disait que peut-être que lui aurait dû plus aller voir Francaise et que Francaise aurait peut-être dû plus aussi aller le voir. Bon, il y a peut-être une incompréhension entre les deux. Mais depuis l'arrivée de Claude Puel en a fait son homme de base et il lui a donné le brassard. Donc au début, il s'est remis un peu en route, mais comment tu veux pas avoir la confiance avec le brassard autour du bras alors que tu étais remplaçant et avec un entraîneur qui te fait confiance. Et là, on voit que la confiance il lui rend la confiance que Puel lui a donnée. Si je peux rajouter, comme disait Léandra, c'est vrai que Morgan bonifie le milieu comme peut bonifier derrière Dante. La présence de Dante de suite, on sent que... Ça amène de l'assurance. Ah ouais. Et lui, c'est la même chose. Donc oui, Wai devant apporte, au milieu Morgan, derrière Dante et le gardien.
Quasiment. t'as la Quasiment Tu votre retrouves une colonne vertébrale que tu avais un peu perdue. Dans l'idéal, il t'en manque un dans la colonne. C'est Oui. Hicham. Hicham, Voilà. mais Hicham, parce que je mettrais Morgan derrière l'attaquant. Je ferais, aussi, bien si sûr. t'as Hicham et Van Hout en 2 et Sanson plus haut, Non, mais moi je voulais revenir à ce que Ouais, disait oui, Léandra. oui, Ces personnes qui bonifient, ouais, elles sont là. Et puis surtout, dans une quête de maintien, on a besoin de ce genre de cadres qui connaissent. Alors, il s'est peut-être pas toujours comporté comme un cadre non plus, Morgan. Il y a plein de fois, il a été très agaçant en début de saison. On attendait de lui, notamment en Ligue Europa, et au final, il était décevant. Mais aussi parce qu'il n'avait pas les cannes, on le sentait tout de suite. Et puis là, on sent que, voilà, même dans la mentalité, c'est autre chose. Et puis, un joueur, ça marche à la confiance. Il y a des contextes qui aident, et celui-là est bien pour lui. Et justement, il a donc la confiance de l'entraîneur Claude Puel. On a posé la question aujourd'hui en conférence de presse sur ce qu'il pensait de la forme de Morgan Sanson. Écoutez la réponse du technicien niçois devant la caméra de Philippe Berti. Morgan, c'est un excellent joueur de ballon qui voit le jeu, qui a une qualité, une sensibilité technique, qui a du volume également, et donc qui est intéressant. Il peut jouer un cran plus haut ou devant la défense et être productif dans des domaines où peut-être des fois on l'attendait même pas, puisque je crois qu'il a été pas mal dans la récup le dernier match. Non, c'est un joueur qui est, je pense, important pour l'équilibre de l'équipe, et c'est un footeux, entre guillemets. C'est-à-dire, il sent le jeu, il sent le foot. Et ça, c'est intéressant. Voilà, il sent le foot, Morgan Sanson, et c'est intéressant évidemment pour tout entraîneur, et en particulier pour Claude Puel. Celui qui pourrait peut-être devenir entraîneur très bientôt, c'est Dante, puisqu'il a reçu sa licence UEFA, hein, c'est bien cela, après l'avoir commencé il y a quelques années déjà, évidemment. Donc il a tout pour être entraîneur. Ou directeur sportif. Ou directeur sportif, c'est Occuper ça une haute fonction dans un club de foot. Alors, cette licence UEFA, ça consiste en quoi, Jean-Philippe? Tu connais un peu? Non, pas trop. Pas Mais trop. c'est quoi? C'est un accès pour les joueurs de haut niveau. C'est ça? On leur permet d'avoir un cursus peut-être un peu plus accéléré à l'époque. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour l'OGC Nice. oui, je trouve que c'est super intéressant, comme un jeune qui commence à avoir son permis avant les 18 ans, qui le passe déjà avant, c'est pareil. Je trouve que Conduite accompagnée. voilà, Dante, il passe son diplôme de diplôme coach accompagné. en étant encore joueur, donc il a les conseils de son coach actuel, et puis bon, avec le réseau qu'il a, je m'inquiète pas, des conseils, il en a eu plein et il en aura encore plein, et il en donnera même lui. Donc non, très bonne nouvelle. Maintenant, à voir la suite, ce que ça donnera. Mais au moins, avant d'avoir même raccroché les crampons, il a déjà tout en poche pour faire la suite de sa carrière. Il a la fibre, tu sens qu'il a la fibre pour entraîner Dante? Ah oui. Bon, là, j'ai quitté le club, mais tous les matins, c'était un bonheur d'arriver en même temps que lui, de prendre un petit café et d'échanger. Football, ça. Il nous manque ça. J'ai vu tel match. Ça. Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Qui dit que demain, ça ne serait pas le successeur de Claude? Eh bien justement, on lui a posé la question en conférence de presse aujourd'hui. Un jour, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas entraîner l'OGC Nice? Ça serait la suite logique pour le Brésilien. Écoutez sa réponse. Entre guillemets, on peut dire que c'est une logique de rêver un jour entraîner Nice, parce que c'est le club où j'ai passé plus des années, que j'ai joué plus de matchs, que j'ai une affinité, que j'ai, on va dire, on a un respect en commun, on a vraiment cet amour, on va dire, un pour l'autre, et c'est réciproque. Donc voilà. Après, il faut qu'on fasse bien attention par rapport au timing et le besoin. C'est tout par rapport à ça. Il ne faut pas que je vous dise, au mois de juillet, il faut que je commence à être entraîneur déjà. Je pense qu'il y a quand même un palier à passer. Il faut quand même finaliser cet apprentissage par rapport au nouveau cycle qui va commencer. Et puis voilà, il y a d'autres rêves derrière tout ça, de
vraiment pouvoir, on va dire, redonner, je sais pas, des titres, peut-être un jour leur qualifier en Champions League. Ça sont des rêves que ça se passe dans notre tête. Voilà, les rêves de Dante comme peut-être futur entraîneur un jour de l'OGC Nice, il prend quand même des pincettes, Antoine, et c'est normal, il y a un entraîneur en place aujourd'hui qui est Claude Puel, il est joueur de l'OGC Nice, il ne va pas se déclarer en disant oui c'est pour moi là, dès le mois de juillet. Quoi. Bah, mets-toi à sa place, je veux dire, bon, c'est difficile, déjà en plus je pense qu'avant d'être entraîneur principal, il faut qu'il ait une expérience d'adjoint peut-être, ou même d'entraîner le groupe élite, comme avait fait peut-être Didier Digard aussi à une époque. Et puis, à contrario, Didier Deschamps, il s'est lancé tout de suite, lui. Oui, bon, bah après, ça dépend aussi des joueurs. Et c'était un capitaine, Didier Deschamps, comme Dante. Quoi, tous les entraîneurs modernes, ils sont tous lancés avec des jeunes. Les meilleurs. Des opportunités aussi. On a commencé par Zizou. Après, on a eu un capitaine à l'époque de l'OGC Nice qui était José Cobos, qu'on aurait bien vu aussi entraîneur en mode du gym, qui a failli, qui était adjoint. Un penalty. Qui a été adjoint. Un penalty à Lyon. Exact. Et bah oui. penalty pour Lyon. Ouais. Et bon, ça s'est pas fait. Ouais. On parlait de directeur sportif aussi, il a ce réseau, il a cette capacité, Dante aussi, peut-être à fédérer autour de lui un projet sportif. Mais je pense aussi, oui. Bon, on est parti sur le fait d'entraîner, mais oui. Parce que c'est le double diplôme, c'est ça Oui, non, il a toutes les capacités. Il coche beaucoup de cases pour rentrer dans l'organigramme. Il le dit lui-même. C'est son club. Donc pourquoi demain s'en séparer pour aller chercher à droite ou à gauche? On a un emblème qui a tout. Il faut bonifier tout ça et il est fait pour ou entraîner ou être directeur sportif. Après, on sait que les histoires d'entraîneurs, ça finit souvent mal. Non, mais... ils sont sortis à un moment donné du club. Dante, c'est une légende. Ça serait peut-être difficile un jour de sortir Dante et de lui dire non merci, ça suffit. Mais justement, je te pose une question, ce serait quoi le plus dramatique? De dire à Dante à la fin de son contrat de joueur merci Dante pour ce que tu as fait, ciao, ou de lui donner un rôle un jour et qu'il se loupe? Oui, ça peut arriver. Moi je te parlais comme entraîneur numéro 1 parce qu'effectivement tu peux porter classe d'abord et après. Moi je trouve que ce serait plus classe de lui donner ce rôle un jour, et s'il se loupe, il se loupe, mais au moins tu lui as donné. Que de lui dire merci, au revoir sans lui proposer. Ça me gênerait beaucoup plus. Je peux te rejoindre, mais vraiment un rôle spécifique. Pas comme on peut voir ambassadeur. Non. Ou coach. Les mains dans le camp principal ou directeur sportif. Exactement. Non, le vrai gros rôle. Mais moi je pense pas tout de suite. avec un palier. Voilà. Ou adjoint. J'ai peut-être été trop vite. Moi je pense qu'il est prêt. Lui s'estime prêt. Dans sa tête. Mais je pense qu'il a besoin quand même d'un palier et même pas seulement pour lui, mais pour le vestiaire. Et oui, parce que moi je pense que des joueurs qui jouent avec lui, qui le voient l'année prochaine passer coach, peut-être. Ça va passer moyen. Donc ça, et je pense surtout, pourquoi il faudrait le faire, parce que je pense que Dante est amené à aller dans les plus grands clubs d'Europe un jour ou l'autre. Il parle 18 langues, il est brillant, il a un carnet d'adresses énorme. Oui, parce que sur ses classes d'entraîneur, il est allé à Munich, au Bayern. Il connaît tous les plus grands. Pep Guardiola, il n'y a pas longtemps, encore parlé avec lui. Donc voilà, il sera amené à aller dans les plus grands clubs d'Europe. Donc tant qu'à faire que le premier, ce soit nous. Bon, on est tous unanimes pour dire ici que Dante serait sûrement un bon entraîneur. Mais qu'en pense Claude Puel, l'actuel entraîneur de l'OGC Nice? On l'écoute. Oh, ça, je sais strictement rien. Strictement rien, parce que passage de joueur à entraîneur, c'est complètement différent. Complètement différent. J'ai déjà dit, quand on est joueur, on est... même si Dante, par exemple, est le capitaine et diffuse les bonnes ondes, et manage un petit peu le groupe, ça reste un joueur qui est centré sur lui-même, sur sa performance pour être le meilleur possible. Et s'il en est là avec autant de matchs, autant de carrières, ça veut dire qu'il est toujours resté centré sur sa performance et toujours à la recherche d'amélioration. Et quand on passe entraîneur, on s'abandonne. On n'est plus sur soi-même. On est dévoué aux joueurs. On est là pour les voir grandir.
réunir, pour mettre un collectif en place, pour les rassembler. C'est une démarche complètement contraire à ce qui s'est passé pendant 30 ans, pratiquement. Voilà, dans la vie de Claude Puel qui ne se mouille pas sur est-ce que Dante C'est rare. sera un bon entraîneur ou pas. Difficile évidemment, mais il a une place un peu compliquée, Claude Puel. Mais c'est lui qui l'a lancé en tous les cas en tant que joueur. À Lille. On s'en souvient à Lille et Il avait récupéré un Brésilien qui découvrait l'Europe et qui jouait latéral gauche. voilà. Et Il retrouve un défenseur central qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Je me demande si c'est international pas brésilien. lui qui l'a... Qui le déplace en centrale. Ouais. Oui, et il nous l'a dit en conférence de presse. ok. Il n'oublie pas ce genre de choses, Claude. Oh, non. Évidemment, il y a 53 joueurs, il y a un quand même. Non, mais après, c'est une vérité aussi. Faut pas l'oublier. Allez, on suivra évidemment les aventures de Dante en tant qu'entraîneur, mais en attendant, eh bien, c'est l'indiscret avec Will. Un indiscret qu'on a gardé un tout petit peu au chaud, le temps que voilà, on puisse enfin vous le donner. On en parlait sous cap un peu avec Maurice Cohen la semaine dernière. Voilà, il y avait des petites allusions, des petits regards. Mais là, on se dit, bon, bah, on y va, on balance. Vas-y. Ouais. On a dit la semaine dernière que Jean-Pierre River était revenu aux affaires et qu'il n'avait pas beaucoup changé sur certains points, et notamment sur l'envie de faire des coups. Et sur la dernière journée de Mercato, l'OGC Nice était proche de faire un vrai coup, puisque le joueur avait donné son aval pour venir, et finalement le club a décidé de ne pas le faire. C'est Memphis Depay qui a failli donc bien une deuxième fois arriver à l'OGC Nice, donc le 31, vraiment la clôture du Mercato, non le 1er du coup, février. Oui. Voilà, qui a failli venir à la clôture du Mercato. Il avait dit oui à l'OGC Nice, mais le club, en accord avec Claude Puel, en accord avec le projet de jeu, en accord avec l'âge du joueur, son profil, l'OGC Nice voulait plutôt un ailier pour compenser les départs de Terem Moffi et Jérémy Boga. Donc ils ont regardé, mais Memphis à 31 ans n'est plus trop un ailier, c'est plus un 9,5, et dans le projet de Claude Puel et la personnalité de Memphis dans ce vestiaire qu'il fallait ressouder, tout ça, ça collait pas, et donc c'était plutôt une bonne idée d'abandonner le projet, donc, mais presque, on n'est pas passé loin. Voilà, on a failli enfin avoir Claude Puel, Memphis Depay, effectivement, à l'OGC Nice, parce que ça avait failli se faire une première fois, et c'était Lyon. Janvier 2017. Et c'est des Lyon qui avaient piqué le joueur, Jean-Philippe, tu te rappelles de ça? Ah oui, je m'en rappelle, parce que pourtant on avait fait le job, on avait été hyper discret. Et puis ça a fuité, je sais pas comment. Il était venu visiter les installations. Je crois qu'il était venu, qu'il avait rencontré Julien Fournier. Personne n'était au courant. Et puis un jour peut-être, ou 2 jours avant, ça sort et ça va. Et ça met la puce à l'oreille à Aulas. Et ce que je disais à William tout à l'heure. Et depuis ce jour-là, Julien. Oh là là. Il cloisonnait tout. Ah oui. Non, parce qu'il le disait déjà avec Jean-Pierre, il disait, quand il voulait pas nous parler trop sur le mercato, parce qu'il disait, vous comprenez, quand on est Nice, après on donne des idées aux autres, parce que la cellule. Parce qu'ils avaient de bonnes idées. Et les autres travaillaient bien. Donc ils savaient très bien que quand ils avaient trouvé un bon profil, il fallait pas. Ils pensaient que c'était nous. Et combien de fois on lui disait, mais Julien, on n'est pas fous. On n'est pas bête. Et c'est vrai que je m'en souviens très, très bien. Et même Aulas l'avait avoué, il avait reconnu que oui, c'est grâce à l'OGC Nice qu'il avait eu l'idée de faire Memphis Depay. L'OGC Nice était d'accord pour un prêt bizarre, avec très peu d'argent, et Jean-Michel Aulas, il arrivait à l'acheter. Et voilà. C'est fait doubler par Lyon sur ce coup-là. Voilà pour l'indiscret. On va continuer à parler de tes anecdotes de joueurs et de recruteurs dans le tac au tac avec Jean-Philippe Mathieu. Alors on l'a déjà évoqué quand tu es venu sur ce plateau, déjà tes 301 matchs sous les couleurs de l'OGC Nice, c'est ce qu'on... Plus que ça. C'est pas plus. Ah, pas plus. Je crois que c'est en Ligue 1. 3... Ah oui, mais nous... Enfin, en championnat, quoi. Nous, à mon époque, c'était Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, il y avait des ascenseurs. et aucune stabilité. En 94, quand même. Mais je crois que c'est 313. 313 je crois. C'était la Super D2, non? On va mettre... peut-être Super D2, parce que j'avais connu les 2 groupes. Ouais. Et après, c'est passé à... un groupe unique. 313, tu as raison, 313. Mais c'était dans les années... Et ça, c'est sans compter les matchs de Détroit, et sans compter avec la réserve, et sans compter les matchs de jeunes.
Ouais, c'est les matchs amicaux. Ouais. On va arriver à 1000, hein. Mais là, c'est plus sur le côté recruteur qu'on va te parler, puisque c'est à ce poste-là que tu as achevé ta carrière. Déjà, la retraite, c'est venu comment, l'idée? Parce que t'es jeune quand même, 61 ans, c'est jeune pour prendre sa retraite. Alors, l'idée, elle m'est venue... Comme j'ai toujours dit, je suis l'homme d'une chose, de l'institution. Et j'avais l'impression, ces derniers temps, que je ne rendais plus service à l'institution. Donc j'ai préféré prendre ma retraite en tant que carrière longue que de rester et de prendre un chèque à l'OGC Nice. Voilà. Moi, tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait pour l'amour de ce club. Et en aucun cas, je voulais le trahir. Donc j'ai préféré dire stop. Vous avez plus besoin de moi, en gros, ou tu te sentais plus utile, peut-être? Le fonctionnement, ouais. Il y a des choses, je me dis, sans aucune prétention aucune, on a été pour moi la meilleure cellule de recrutement depuis des années. Et puis, voilà, ça ne me convenait plus. Le fonctionnement ça ne me convenait plus. Mais toi, tu l'as dit souvent ici sur ce plateau. Je l'ai dit, je l'ai écrit. On s'appuyait pas assez ces dernières dans années le journal, sur la cellule. Le fonctionnement a changé et trop peut-être parce que aujourd'hui au niveau du recrutement, ce n'est plus le même fonctionnement qu'à l'époque. Un travail très collégial avec beaucoup de délégation des tâches, de croisement des sources, de collaboration. Et là, au fil du temps, au fil des gens, c'est comme dans toute entreprise. Hein, les chefs changent et le fonctionnement change, les méthodes changent. Et aujourd'hui, voilà, on en est arrivé à un système qui est différent et les anciens du club ne s'y retrouvent plus sur certains aspects. Alors, ils ont toujours l'amour du club au fond d'eux, la volonté d'aider ce club à fond, mais est-ce qu'on les écoute autant qu'avant? Non. Et est-ce que du coup, tu te sens toujours utile? De moins en moins. Mais le retour de Jean-Pierre River et de Maurice Cohen, t'as pas un petit peu titillé, fait changer de... Oui, t'as pas fait un peu réfléchir? Oui, mais je vais juste revenir sur ce que dit William. C'est pas les hommes qui sont arrivés, que ce soit Florent Ghisolfi, Florian Maurice. Moi, où je me suis pas reconnu, c'est avec les gars avec qui je travaille. Parce que je pense que ces gens-là, au-dessus, nous laissaient une liberté de travail, mais exceptionnelle. Et nous, on n'a pas su, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, garder cette façon de travailler de Julien Fournier. Et c'est là où je me suis dit, stop. Qui était pour toi la bonne façon de travailler? Pour moi. Mais c'est qui a marché, on en a vu les résultats. Voilà, c'est ça qui a marché. Je veux pas, entre guillemets, cracher dans la soupe, mais on a vu les résultats et on voit depuis quelques années ce qui se passe. Donc j'ai préféré, avant de, comme je dis, de trahir l'institution, je préfère m'en aller. Et sur donc, le retour pour revenir à ce que tu disais, ils m'ont attrapé en me disant, tu fais les 5 mois avec nous. 12 que j'avais dit dans les... J'ai dit non. Non, parce que de leur part de garder encore un peu. Oui, mais j'ai dit non, vous n'allez pas tout révolutionner en quelque temps. C'est pour ça que je leur ai dit, ma porte reste ouverte. Si demain... C'est pas une retraite définitive. Non. Il l'a dit au micro. Je l'ai dit. Tu l'as dit au Je l'ai dit. Voilà. Je mets ma retraite de côté et bien sûr que je reviens. Mais là, pour le moment, non. Les conditions virtuelles sont... Je suis resté un petit peu. J'ai demandé à Florian Maurice de rester, mais je ne savais pas qu'il allait arriver Claude Puel. J'ai travaillé 4 ans avec Claude Puel, et un matin, je lui ai demandé, le mercato est fini? Il m'a dit oui. Je m'en vais. Tu n'avais plus l'utilité qu'il fallait, évidemment. Pour appuyer ce qu'il disait aussi sur les derniers résultats au recrutement, tout ça, il suffit juste de regarder l'effectif et de regarder quels sont les joueurs à plus-value aujourd'hui. Dans l'effectif actuel? Ouais, que tu peux vendre avec une vraie plus-value. T'en as plus beaucoup, effectivement. Melvin Bard et Hicham Boudaoui. Ils sont arrivés quand? Ça commence à faire longtemps. Parce que même un Mohamed Ali Chaud qui a quelque chose, mais trop blessé pour pouvoir vraiment faire une plus-value. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il y a des manques sur les derniers recrutements où tu n'as pas de joueur qui va t'amener une plus-value. Bon, raconte-nous un joueur, si ça existe, si tu peux le faire, que tu as recruté, que tu dis celui-là, il est formidable, qu'on n'a pas pu faire et qui a explosé ailleurs. Il y a dû y en avoir, quand même. Alors,
J'ai toujours la même anecdote. Quand j'attaque le métier, Roger Ricord me convoque dans son bureau et me dit, il faudrait que tu ailles à Tours. J'ai un agent qui m'a appelé, il y a un défenseur brésilien, il faudrait que tu y ailles. Je dis, il n'y a pas de problème. Je monte à Tours, je fais le job, je rentre. Je lui dis, Roger, rappelle l'agent, mais non, le Brésilien, il est vraiment Ça vaut rien. J'ai dit, mais par contre, à côté de lui, il y a un défenseur pas très grand. Il voit tout, il anticipe, bon jeu de tête, capacité de prendre, d'attaquer l'espace. C'était Laurent Koscielny. Oui. Et devant, il y avait Olivier Giroud. Voilà. C'est peut-être mes 2 regrets. Ouais. Voilà. Ouais, il y en a d'autres. Bon, oui, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'était des inconnus. Et un va à Lorient, l'autre va à Montpellier. Donc c'était touchable. Je pense que Ouais, on aurait pu, dans la même cour. on aurait pu peut-être lutter, mais bon. Mais c'est vraiment dommage parce qu'après on a vu la suite de leur carrière. Et voilà. Et ta plus grande fierté? Ah oui, mais il y en a plein d'autres. Il y a même des joueurs qui ont été sollicités et qu'on n'a pas fait. Mais bon, c'est le métier qui veut ça, quoi. Et ta plus grande fierté? Ma plus grande qui fierté. ont signé. Oh, il y en a tellement. Attention, parce que j'étais pas seul. Oui, bien Non, sûr. non, J'étais pas seul. Il y avait mon grand, comme je dis, mon grand frère Serge Rocordier. À la base, on n'était que 2. Et fierté, c'est Ricardo Pereira, c'est Michael Seri, c'est 500 000 € à l'époque, Jean-Michel Seri. c'est Mika d'Albert. Parce que si on va par là, si on continue sur les Portugais, tellement on était exigeant avec le Serge, on avait été voir la finale de la Coupe du Portugal pour Rafinha. Ah oui. Ah oui. Pas mal, ça aussi. Ouais, mais on est rentré avec Serge, on a été convoqué par Julien. Il y avait des choses qui nous titillaient, qui ne nous convenaient pas. On l'a pas fait. Il va à Rennes. Varenne. Oui, c'est là qu'il va. C'est le métier. Oui, C'est comme ça. Bien sûr, bien Mais, sûr. Tu peux sentir, tu peux. Voilà. Filer, On a, hein, bien comme sûr. j'ai souvent dit, quand on prend la balance, je pense qu'elle est plus positive que négative. Et à l'opposé, un joueur que tu as fait venir, que tu espérais beaucoup et qui finalement t'a déçu. Makengo. Terence. Ouais. Non, Jean-Victor. Jean-Victor. Terence, c'était qui C'est un autre. Ouais. Jean-Victor Makengo Qui est à qui Lorient. est à Lorient. C'est Oui, Jean-Victor, là. avec Serge, on y croyait beaucoup. Et on s'aperçoit que ça y est. Oui, Oui, il et- passe un cap mais alors. il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il Au club, passe à un l'époque, cap. beaucoup de monde vraiment croyait que en Jean-Victor Makengo, un talent phénoménal, mais trop introverti et très jeune à l'époque. Hein, c'est vraiment au tout début, il a 20 ans, 21. De Lille, non c'est ça Ouais. Et, Non, de Caen. De Caen, voilà. De Caen. Exact. et au final, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Lorient, il fait des très bons matchs. Hein. Ouais. Attention. Ouais. Trop jeune, peut-être. Manquait peut-être un peu de Peut-être, maturité. ouais. Ou... Ou peut-être qu'on n'a pas été assez patient. Voilà, moi je C'est veux Patrick peut-être. Vieira, hein, Mais il y en a d'autres hein, aussi qui n'ont peut-être. pas été patients. D'Acuna. Un Dan Ndoye, un Lucas d'Acuna, un Reda Belayan. On a quelques-uns. Bien sûr. Oui, bah ça après, c'est l'histoire d'un club. Ouais. D'un club qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est vraiment dommage. Voilà. Moi, c'est ça que je regrette en fait. C'est si tu as les moyens, tu as vraiment de l'argent et que tu peux te permettre de Comme Paris louper avec des Kingsley coups. Coman, par exemple. Et voilà, Ouais. tu vois, ou faire comme l'OM qui a un projet sans vision et qui donc qui vend ses meilleurs jeunes pour se faire prêter d'autres. Ok, mais quand t'es l'OGC Nice et que tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu trouves à un moment donné des bons transferts comme ça et que tu les brades parce que t'as pas le temps, tu prends pas le temps. Non, puis après, même au niveau de la personnalité, on sait pas finalement ce que donnent ces joueurs dans les vestiaires aussi. Mais Jean-Victor, il y a pas mal de par choses. exemple, Jean-Victor Makengo, c'était pas Oui, j'imagine. un boulet dans le vestiaire. Hein. Mais sur le terrain, c'était pas assez. Ouais. Pas suffisant. Il est Voilà. arrivé dans une période un peu compliquée aussi. C'était Lucien Favre. C'était hein. Lucien Lucien Favre. C'était Lucien. Ouais, Donc Lucien, ouais. c'était le super coach aussi. Ouais. Donc, Et après, la deuxième saison de... Non, la première. D'accord. Non, la première. La première. Et par contre, c'est Lucas d'Acuna, par exemple, qui était la deuxième. Et que c'était Jean-Lucas. Jean-Lucas, voilà. Lucien Favre l'appelait Jean-Lucas, donc ça prouvait à Pas quel point il confondre ne avec Jean connaissait pas. Roucas. Ouais. C'est pas les mêmes blagues. Et moi, après, pour revenir un peu sur ta carrière de joueur, quelle est ta plus grande joie à l'OGC Nice? C'était tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours. Le quotidien. Te doucher à l'eau froide. À Charleroi. Dans les déco de Charleroi. De changer les vitres. Avec René Marsiglia, une fois, on était parti à la miroiterie, on avait pris les mesures, on avait acheté les vitres pour changer. Non, tous les jours. Tous les jours. Comme je dis depuis tout le temps, j'ai vécu un rêve. Parce qu'on rappelle, t'es né à Nice, hein. T'es niçois né à Nice. Franchement, des eucalyptus. Comme il le raconte très bien dans le documentaire, la super documentaire de l'OGC Nice. Un vrai niçois. Et... Non, tous les jours. Moi, j'allais au grillage. On va en parler après. Toko, Baratelli, Jean-Noël Huc, Djekovic. Et souvent, je le dis, même Carlos Curbelo. J'ai toujours en mémoire 78. Je regarde la finale de Coupe de France qu'on perd. Il y a Carlos Curbelo d'un côté et en face, il y a Djekovic. Et moi, le petit niçois, comme tu dis, des eucalyptus, quelques années après, qui sait que j'ai derrière moi Super 5. Et Djeko en tant que coach. Et qui sait que j'ai quelques années après comme entraîneur Djekovic. Qui j'ai eu comme entraîneur Jean-Noël Huc. Donc tous les jours. Tous les jours. Et si tu avais un match à retenir, un match pour toi, personnellement, est-ce que c'est quoi? C'est le triplé contre Guignon? C'est quoi? Ça pourrait être celui-ci et celui dont on me parle tout le temps, le Nice-Strasbourg. Oui. Mais quand on s'en souvient... C'est plus collectif, le Nice-Strasbourg, là. Oui, voilà. Mais quand on s'en souvient... T'avais fait... Pour un barrage, pour pas descendre. Pour pas descendre, bien sûr. Imaginez-vous... Pour un titre, et le Ré, il explose. Il explose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, ça peut être ces deux matchs-là. Mais c'est aussi, quand on dit que Nice, c'est pas une ville de foot, ce genre d'événement, ça montre quand même qu'il y a une vraie passion pour le foot. Il y a une passion. Mais moi, je voulais revenir un peu sur ton triplé contre Guignon, parce qu'en plus, à l'époque, défenseur montait un peu moins que maintenant. Même si toi, tu montais beaucoup. Je jouais latéral. Latéral. J'avais commencé à jouer latéral. Latéral droit. Et quand on marque un triplé comme ça, c'est incroyable. Comment est-ce que tu as réussi à dormir la nuit? Comment t'as fait? Je veux dire, est-ce que tu pensais être sur un nuage? Est-ce que tu sortis en boîte? Il a pas dormi la nuit, Il était au casino. Je vais être clair. Tu sais, après les matchs, que ce soit celui-ci ou les autres, rentrez jamais à la maison. On était une bande. Grand Escurial. Le Grand Escurial, le Royal Coast. Mais alors celui-là, justement, qu'est-ce qui s'est passé après celui-là? Je crois qu'il s'en rappelle plus. Je crois qu'on a fait le tour de la ville. Non, mais c'est vrai que ça a été une impression de... j'étais en réussite. Je sais pas pourquoi ce jour-là. Puis il y a une frappe de loin en plus. Comme Milan Thuram en demi-finale Coupe du Monde, c'est deux buts, il a plus le meilleur joueur. J'aurais pu peut-être frapper un 6 mètres et aller au fond. Parce que tu as deux buts de latéral effectivement sur le côté, mais tu as un coup franc. Et j'ai un coup franc décalé et je frappe. Une frappe, c'est pas un latéral droit ne frappe pas un coup franc normalement. Et là, à l'époque en tout cas. En jouant tant de classe, on frappe. Oui, à l'époque. Mais elle me rappelle. Et nous, on faisait pas de combinaison. Avec le mec couché, s'allonger derrière le mur. Non, c'était. Et je me souviens que quand je suis revenu une première fois entraîner les U17, il y avait José Cobos. On avait joué contre et il s'est rappelé Denis Guignon. Il m'a dit, mais toi, tu es le défenseur qui a mis 3 buts. Ah ouais, comme quoi ça marque. Parce qu'il jouait pas le barrage, José. Son frère jouait, mais lui était blessé à Strasbourg. Et le meilleur joueur avec qui tu as joué? Enfin, celui qui t'a le plus impressionné? Comme défenseur, comme milieu, comme attaquant. Tu peux en dire, c'était plusieurs. Défenseur, c'était Marco. Et devant, c'était Miloš. Miloš, alors quand il avait envie, Miloš... Un artiste. Mais alors quand il n'avait pas envie... Mais le problème, c'est qu'il a eu plutôt pas envie. C'est ça le problème. C'était un talent. Voilà. Et moi, je me souviens, Miloš, je l'ai découvert match de Coupe d'Europe, Nantes, Partizan de Belgrade. Après Joël Tanter, c'était le deuxième barbu que je voyais. Je lui il est fort. Et quelques années après, il est la classe. Quand il est... on voit le Nice-Strasbourg, il est inarrêtable. Et à l'entraînement, il était comment? Quand il voulait, quoi. Parce que des fois, il dormait debout. Après, devant, il y avait Jules. Jules Bocandé. Puis,
qui a été monstrueux. Non, moi, il y en aurait tellement à citer. Jean-Philippe Rohr au milieu de terrain, Pascal Gastien. Pascal Gastien, c'est le Hicham Boudaoui d'aujourd'hui. Hein. Le pauvre René, latéral gauche, c'était une patte, une capacité à... Non, j'ai joué, mais peut-être les deux qui ressortent un peu, c'est les deux Yougo. Et le plus fou? Le plus fou, Philippe Ndioro. Tout le monde le cite à chaque fois. Philippe, imprévisible. J'ai une anecdote, mais qui n'est pas football. Et il nous racontait qu'un jour, il est chez lui, il dit à sa chérie, écoute, je vais acheter les cigarettes. Et il n'est pas revenu pendant 3 jours. Philippe. Il est allé chercher loin les clopes. Je sais pas. Comme quoi l'expression je vais chercher les cigarettes et on ne trouvera plus derrière. Voilà. Ça existe vraiment. C'est Philippe Ndioro qui l'a inventé. Moi j'ai un souvenir de toi, alors c'est peut-être pas joyeux pour toi sur ce match-là, le fameux Monaco-Nice où Thierry Henry débute sur ton côté où c'est compliqué, mais voilà, il y a eu des joueurs que tu as vu débuter aussi en tant qu'adversaire et tu t'es dit, voilà, ça c'est des phénos. Oui, peut-être pas dire que c'était des phénos, parce que peut-être que moi j'étais pas bien, et peut-être que si j'avais été en grande forme, mais oui, il y en a eu beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'un garçon comme ça, ben oui, c'est devenu un phéno. Et quand on se souvient qu'à ses débuts à Monaco, on a essayé de le brider, Avec Arsène Wenger. Ces joueurs-là, il faut que... Il faut leur lâcher la bride. Voilà. Mais oui. Comme dans la cour de récré. Allez, joue. Et sinon, toi, le plus fort, contre qui t'as joué? Un attaquant qui dit, ah non, je vais encore me le taper, celui-là, j'en peux plus. Marc Atlet. Marc Atlet, Monégasque. Et là, à cette époque-là, je jouais stopper. Ah oui. Athlétique. Pas de défenseur central, hein, parce que maintenant c'est... Oui. Donc stopper, c'était le marquage, 4 sur le 9. Voilà. Marquage individuel. Il va faire pisser, entre guillemets, il va faire pipi, tu vas faire pipi. Il va voir sa femme dans la tribune, tu montes avec lui. Stopper. C'était ça, stopper. Marc Atlet. Ouais, génie. De la mur. tête. Un mur. Et, Tu rebondissais. et de la même époque, Glenn Hoddle. Glenn Hoddle. Les deux, en Les plus, deux ils jouent Anglais. ensemble, alors ils donnaient les ballons de la tête. Grande époque de l'AS Monaco, effectivement, Ah avec ces deux joueurs-là. Et recruteur, comment t'as senti que tu pouvais avoir le truc, c'était naturel? Tu t'imaginais devenir recruteur à un moment donné de ta vie? Non. C'est Roger. Roger Ricor. C'est Roger Ricor qui m'a proposé le job. Il m'a un peu expliqué, puis après, avec mon œil de footballeur, et c'est pas dit parce que tu as été footballeur que tu vas réussir, mais voilà, tac, il m'a expliqué les grandes lignes, et après il m'a dit, après tu fais ton ressenti à toi, et c'est parti comme ça, quoi. Mais non, je pensais jamais revenir à l'OGC Nice, jamais. Bon, et maintenant, la pêche, d'accord. Non. Comment tu vas occuper tes journées? La pétanque. L'OGC Nice, section pétanque. Ouais. Ça c'est les après-midi. Ouais. Le matin, j'ai eu la chance d'avoir un jardin partagé. Donc, comme je dis à tous mes collègues, et ils en rigolent, avec mes mains, je savais faire que des touches. Là, aujourd'hui, j'apprends avec Google à planter des radis. D'accord. Voilà, je m'occupe en ayant toujours un œil sur le gym. Bah toujours, de toute façon, là, jusqu'au bout. Après, tu savais pas faire que des touches parce que tu as joué gardien en plaçant pivot. Oui, je crois que je le raconte dans le film. Tu le racontes dans le film. Pas eu un tir à... Ouais, parce qu'au départ, c'est Eric Guérit qui veut aller dans les buts, et Eric Guérit, et il courait de partout. J'ai dit, toi, reste au milieu, et moi, je vais dans les buts. Malheur. Tu auras joué gardien de but, quand même. Ouais. C'est et comme énorme. j'ai dit, 0 but. Hein, voilà. 0 tir. Zéro but Voilà. encaissé. Voilà. Pas mal pour un gardien. Carrément. Alors, on va parler de cette rencontre entre Lyon et Nice, entretenir la dynamique. Tu le disais tout à l'heure, l'OGC Nice ne perd quasiment plus de match. Il se revers évidemment à Toulouse, mais qui était un accident certainement. Entretenir la dynamique à Lyon, Léandra, face à une équipe, comme je le disais tout à l'heure, qui marche sur l'eau là pour le coup. Ah bah, Lyon, c'est très très fort. 12 succès consécutifs. Ils sont proches du record
voilà, qu'ils ont depuis 2006 avec 14 victoires d'affilée. C'est vraiment une très belle équipe. Il y a des joueurs qui marchent sur l'eau. Pavel Sulk, on s'y attendait pas du tout et ils marquent but sur but. Ils ont quand même pas mal d'absents, notamment Hendrik qui est suspendu. Alfonso Moreira qui est un peu le passeur décisif, justement, qui est toujours en train d'abreuver Pavel Sulk qui est forfait aussi. Mais malheureusement, il y a le retour de Corentin Tolisso. Coco. Et on sait qu'il est très important pour cette équipe. Et il faut quand même souligner, c'est une équipe qui, cet été, a cru que le club allait disparaître. Enfin, en tout cas, d'être relégué. Ils reviennent de très très loin. Et au final, on peut quand même saluer cette saison, une équipe sur le podium et qui joue très bien. Et dans tout ça, je pense que tu oublies, ils ont pris un très très bon entraîneur. Ah bah, Paulo Fonseca, c'est la grande classe. Suspendu. Ouais. Donc il revient il y a depuis quelques temps, mais c'est un coach quand même, il a démarré son aventure à Lyon dans la tribune, donc c'était dur en Coupe d'Europe, en championnat, pas pouvoir vraiment... En Coupe d'Europe il pouvait y aller je crois. Non, il a été suspendu pendant de tout. Non, Coupe d'Europe il pouvait être sur le banc. Je suis pas sûr William, je pense que sur la Coupe d'Europe... il se mettait en retrait des conférences de presse, tout ça, pour le donner à l'adjoint. Bon, mais ce qu'il fait c'est incroyable. Mais c'est vrai que jamais on n'aurait pensé que Lyon, avec ce qu'ils avaient vécu, parce que c'était avec l'homme au chapeau, là, ils allaient en Ligue 2. Textor. Comment c'est possible? C'est fabuleux, quoi. Et puis premier en Ligue Europa. Ouais. Premier de leur poule, effectivement. C'est ça, c'est qu'en plus ils arrivent à jouer sur tous les tableaux. Ils font quart de finale là, de Coupe de France, ils sont encore engagés, donc c'est quand même assez dingue. Et avec Fofana blessé, en plus, Malik Fofana qui était quand même leur meilleur joueur. Mais de toute façon, ils ont fait un bon recrutement. Il y a Yaremchuk, l'attaquant ukrainien, qui va pouvoir jouer. Mais ils avaient quand même un banc très limité, et au final, ils arrivent à s'en sortir. Et c'est une équipe qui est chiante à jouer, très vicieuse. Enfin, ils sont bons, quoi. L'absence d'Hendrik, quand même, c'est important, parce que c'est l'homme en forme aussi avec Pavel Sulk de cette équipe de Lyon. C'est une donnée importante. Les supporters niçois sont plutôt réjouis quand ils l'ont vu prendre ce carton rouge, qui a été ramené par la commission de discipline à un deuxième carton jaune plus tard, mais qui sera quand même suspendu pour cette rencontre. Qui c'est qui l'a expulsé? Mathieu Vernis. Yann Carros. Et niçois. Non, mais bon, sans trêve de plaisanterie. Oui, c'est une bonne chose, Hendrik, parce qu'il marche sur l'eau. La Ligue 1, je pense qu'un joueur comme ça, c'est facile pour lui. Donc, il arrive du Real Madrid, il va en planter des buts, mais bon, voilà, je ne m'arrête pas sur l'absence d'Hendrik pour être plus confiant. Je pense le retour de Tolisso, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est vraiment un taulier dans cette équipe. Mais je me rappelle aussi que le l'OGC Nice avait su faire un grand match à la Ligue, ils avaient gagné. Faut pas l'oublier. Toutes les longues séries comme ça sont faites pour s'achever. Donc il y a aussi une dynamique à l'OGC Nice. Ce clean sheet a fait du bien, la défense va être stabilisée, je pense que Dante va continuer. Donc il y a aussi des motifs d'espoir pour le gym. Et un match toujours particulier aussi pour Claude Puel, comme après le derby, puisque c'est son retour également à Lyon, et c'est le genre de match qu'il affectionne également, Claude Puel. Mais je pense que ça va être le deuxième bon test après le derby. Tout à fait. Vraiment, c'est talonné vraiment où on en est. Parce qu'on sort de... Même si le contenu... T'es encore un peu convalescent, quoi. Je pense que c'est un bon test pour voir vraiment ta résistance chez un adversaire qui est très fort à domicile. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Moi aussi, je suis confiant. Bizarrement, je suis très confiant sur ce match. Bon, on va en reparler, évidemment. On a posé la question à Claude Puel sur l'absence d'Hendrik et plus généralement sur cette équipe de Lyon. Écoutez la réponse du coach niçois. Cible pas. Il n'y a pas à cibler. Ils ont de très bons joueurs. Ils ont cette particularité de pratiquer un bon football, d'avoir une relation notamment avec beaucoup de joueurs avec des qualités techniques, notamment au milieu. Et puis ils ont un buteur qui au départ était plutôt un milieu offensif, Schulk, je ne sais plus comment ça se prononce, et qui devient leur meilleur buteur, mais qui aime bien décrocher, participer au jeu. Et c'est un joueur très intéressant, très, très fait, et beaucoup de milieux qui se projettent également et qui sont capables d'apporter offensivement. C'est une équipe avec un style de jeu bien au point et qui fait ses preuves depuis 12 matchs. Ça, quand il était revenu, là. Voilà, on parlait de Claude Puel et évidemment de sa façon de manager l'OGC Nice et de sa façon d'être aussi avec ce match retour à Lyon. On va regarder le classement de la Ligue 1. L'OGC Nice qui a glissé à la 14e place, mais qui met toujours 9 points d'écart
avec le premier avec le barragiste qui est Auxerre, puisque Nantes est descendu à la 17e place. Metz est 18e. Les Monégasques, qui étaient l'adversaire des Niçois, sont 10e. Et Lyon, donc, sur le podium avec 42 points, assez éloigné de l'OGC Nice. Tu voulais ajouter un truc, peut-être, Antoine? Juste à la lecture du classement, je me dis comme ça serait bien de prendre un point. Un point. Toi, t'es toujours pour le petit point, pas par pas, tranquillement. Non. Alors, si on peut gagner, c'est bien, mais je me dis qu'une défaite et une victoire auxerroise, ça. Mais ça gagne pas derrière. Non, voilà. Non. Bon, Monaco affronte Nantes, il faudrait que Monaco fasse le boulot contre Nantes aussi ce soir. On va parler de l'arbitrage dans le pour-contre. Et on se souvient que la saison dernière, entre autres, puisqu'il y en a eu d'autres, des matchs où l'OGC Nice a été mise en difficulté par l'arbitre, a eu des petites erreurs dans ces matchs-là. Nous, on se pose la question, parce que c'est ce que les dirigeants niçois avaient peut-être regretté la saison dernière. Est-ce qu'il faut mettre un petit peu la pression sur l'arbitre avant cette rencontre, puisque les matchs à Lyon sont souvent sujets à des erreurs. Léandra, je te laisse la parole pour ça. Oui, alors peut-être qu'après ce pour-contre, ou avant que l'émission soit diffusée, il y aura quelque chose. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, moi j'aurais aimé ou j'aimerais que le club mette un petit peu la pression parce que voilà, il y a un très très lourd passif à Lyon. Tu as parlé de la saison dernière, mais avant cela, il y avait eu déjà plein d'incidents. Donc j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie que le club il soit dans la réaction plutôt que dans l'action. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, pour pas revivre ça comme je l'ai dit. Alors bien sûr, moi je demande pas à ce qu'on mette un couteau sous la gorge de l'arbitre. Je demande pas, j'ai envie qu'il puisse travailler correctement, sereinement. Mais par contre, un petit communiqué, histoire de remettre un peu le contexte, de mettre un petit peu la lumière sur ce match, et surtout, d'apporter un petit point de vigilance, j'aimerais, parce que justement, c'est important aussi de rappeler un peu ce passif, et puis d'être préparé. Tout simplement, d'être préparé. On l'a assez dit, l'année dernière, on disait que Nice n'était pas capable de peser médiatiquement dans ce genre de moment. Là, j'aurais aimé que le club le fasse. Il l'avait énormément regretté la saison dernière. Donc, pourquoi ne pas avoir anticipé? On rappelle que l'arbitre de la rencontre sera monsieur Thomas Léonard. William, pour ta réponse à Léandra. J'entends tous ces arguments, je suis même d'accord, mais non, parce que je suis résigné face à l'arbitrage. Tu ne peux rien y faire. En fait, il n'y a aucune discussion, aucune pédagogie avec le corps arbitral. D'une semaine à une autre, les incohérences, d'une équipe à une autre, les incohérences se multiplient. Quand tu parles, t'es sanctionné, t'es suspendu. Quand tu parles pas, tu continues de te faire... avoir, donc en fait je ne pense que c'est aucune utilité, surtout quand t'es l'OGC Nice, tu vas pas être plus écouté que si t'étais l'OM ou le PSG, et puis aujourd'hui t'as une dynamique où avec ce coach et cet élan, tu as de quoi te concentrer exclusivement sur ta progression personnelle et tes résultats. Focalisons-nous là-dessus et laissons les arbitres continuer leur cirque comme ils veulent. Bon, Jean-Phi, est-ce que ça marche déjà de mettre la pression sur les arbitres avant une rencontre? Je pense pas. Ouais. C'est le terrain qui donnera la vérité. Non. Sincèrement, non. Ça marche pas, ça sert à rien. Non, je pense pas, non. Après, ils sont là, ils vont leur siffler, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, je rejoins William. Moi, j'aimerais que peut-être les arbitres aient un peu plus le micro. J'aimerais les voir un peu plus humains, de faire comme ça ou comme ça. J'aime le rugby, je vois pas ça au rugby. Même des petits échanges sympas dans le rugby. C'est toi le coquin. J'aimerais qu'on trouve ça. Après, le jeu fera que, mais oui, non, ça, pour moi, c'est ça. L'anecdote, par exemple, qui me fait encore plus me résigner, c'est un secret de polichinelle. Stéphanie Frappard est une arbitre protégée en France. Parce que Stéphanie Frappard est un arbitre... Même dans le monde et en Europe, parce qu'elle a eu des trophées. Justement, parce que c'est la seule femme qui arbitre à ce niveau-là. Donc la France est bien contente qu'elle soit française, donc veut conserver son arbitrage féminin français. Mais le problème, c'est que, en fait, tu n'arranges pas la cause féminine, parce que c'est juste parce que c'est une femme que tu la protèges, pas parce qu'elle est compétente. Et donc tu dénigres l'image féminine en disant non mais il faut à tout prix une femme, même si elle est nulle, on la protège pour qu'il y ait une femme en arbitre. Mais tu rends pas service aux femmes.
Mais Parce après, que- là, c'est pas forcément Stéphanie Frappard, c'était Bastien De Chépy, il me semble. L'année dernière, c'était De Chépy. Non, mais moi je Ouais. parle de Frappard pour L'ensemble ensemble, de son œuvre. l'ensemble de Mais son effectivement, alors l'année dernière, c'était Bastien De Chépy qui avait refusé un penalty en particulier. œuvre. Refuser un penalty, autoriser les buts de Lyon avec une faute de Lacazette sur Nanjou et qui jette au sol, et le but refusé à Nice pour une faute, un hors-jeu de position qui servait à rien. C'est Donc une c'était des sur histoires 3 buts. des Lyon-Nice, effectivement. Antoine, la synthèse de tout ça. Aucune synthèse. Aucun avis. Non, mais en fait, les Ça sert à arguments. Ben, ça sert à rien. Je sais pas, parce que moi, je veux pas revivre ce qu'on a vécu pendant autant d'années à Lyon, quoi. C'est vrai que c'est frustrant. Moi, je comprends très bien les arguments de Léandra, parce que on a envie aussi de taper du poing sur la table à un moment donné, puis de se faire avoir comme ça à chaque fois par les arbitres. Et surtout, l'année dernière, ce qu'on a vécu, c'était très, très frustrant, quoi. Il y avait eu 4 buts 1 au Oui, final. et puis surtout, en plus, le pire, c'est que ils avaient reconnu, je crois, la direction de l'arbitrage, qu'il y avait eu des erreurs. Mais De Chépy, je crois, avait refusé d'aller voir la VAR, ou je sais plus, sur... Non, GG, ils avaient vu GG, les images GG. Voilà. Et au final, avec les images, il avait confirmé qu'il n'y avait pas pénalty. Qu'il n'y avait pas pénalty, alors que les autres leur disaient qu'il y avait pénalty. Que la commission, et que même voilà. Florian Maurice, qui avait été assez dur avec Bastien De Chépy, avait dit l'arbitre avait un maillot blanc. Il n'a pas été sanctionné. Oui, Parce que tout le monde avait reconnu que l'arbitrage de M. De Chépy avait été catastrophique. Bon, espérons que M. Thomas Léonard soit dans un bon jour dimanche du côté du Parc OL pour cette rencontre entre et que la VAR soit dans un bon jour. Lyon et Nice. Et soit cohérente. Voilà, Juste, soyez cohérents. De la cohérence. La compo probable de ce Lyon-Nice. Et qui s'y colle, c'est Léandra à cette compo probable. C'est moi. T'as vu ça, c'est du lancement. Ouais, et pas au pif, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec Claude Puel, on a. Ah mais attends, il avait tout bon la semaine Pierre, dernière, trop Will. d'informations. Oui, mais Ah ouais. Will, il est au-dessus Ah du mais game. pour une fois, il est tout bon, Bernardo. Et j'ai changé 48 heures après Dans le journal, mais Ah, sur la jamais compo de faire ça. Ginto, t'avais tout bon. Voilà, Mais faut le voilà. souligner. Donc en tout cas, on va tenter avec le peu d'informations qu'on a. Et donc voilà, Dupé qui enchaînerait dans les cages. Du titulaire officieux, car ça n'a jamais été dit publiquement. Oui, parce que Claude Puel refuse de s'exprimer publiquement Tout à sur le fait, sujet. exactement. Donc, Voilà, Klaus dans le couloir droit. On espère Dante qui peut enchaîner en charnière aux côtés d'Opong. Et puis Abdi à gauche parce que Melvin Barr est encore blessé. D'accord. Le milieu. Ensuite, milieu de terrain, on a tenté Hicham Boudaoui, Charles Van Hout et puis Morgan Sanson en soutien des attaquants au numéro 10. Oui. Voilà, et puis ensuite, les attaquants, donc avec Mohamed Ali Chaud qui reprendrait sa place, Eli Wahi devant, et puis Sofiane Diop sur le couloir gauche. On verra, il y a quand même des petites incertitudes sur Mohamed Ali Plutôt un Chaud, sur 4-2-3, Hicham, c'est ça que exactement, tu nous dis sur Ouais. Hicham Boudaoui. Mais en tout cas, si ces hommes-là sont en forme, Et eh bien, Wahi, il est il plutôt mérite en de forme, jouer. Diop aussi. Sanson a Tout montré à fait. un bon match. T'es pas loin de l'équipe type là. c'est pas Oui, mal, avec Melvin Barr à gauche. Voilà. Melvin Barr à gauche. Ouais, était- moi je pense que Antoine Mendy pourrait prendre la place aux côtés de Dante. En tout cas, enfin, je Il le trouve un mériterait, petit oui, peu il serait voilà, légitime aussi. supérieur que Mais après, Copong. difficile de changer une défense qui a fait 0-0 contre Monaco. Ouais. Tout à fait. Si Dante, évidemment, est Surtout en quand tu capacité t'appelles Claude Puel. d'enchaîner, et Claude Puel, effectivement, aime ça. Donc, ouais, Jean-Philippe, toi, tu penses que cette équipe-là a les moyens d'aller embêter Lyon? Ben, quand on la voit sur le papier, c'est pas mal. comme on peut dire, elle a T'as de la des gueule, arguments. quoi. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est faisable. Allez, tu C'est te fais un faisable. petit prono ou pas? Puisqu'après, on va faire le cadeau de la semaine et on va donner Allez, un 0-1. un 0-1. Buteur? 0-1. Oui. Allez, voilà, vendu. Et on va voir ce que vous allez Tu vois. prognostiquer. Et voilà, il a gagné le peut-être billet, il a gagné le cadeau. hein. Tu vas gagner peut-être 2 places pour Nice-Lorient. Allez, on y va, le cadeau de la semaine.
Voilà, si t'as besoin de 2 places pour aller à Nice-Lorient, t'as joué. Wally, 1-0. Évidemment, donc le nom. Préviens les gens que s'ils mettent 0-1 Wally, ils perdront. Parce Ouais, que oui, il l'a dit en premier. C'est Jean-Philippe qui l'a dit en premier. Effectivement. Mais t'as pas mis le petit hashtag Gym Tonic sur les réseaux, toi. C'est comme ça qu'on vous retrouve, évidemment. Et donc, pronostiquer ce score entre Lyon et Nice, des buteurs s'il y en a, le hashtag Gym Tonic sur les réseaux sociaux. Et donc, 2 places à gagner pour Nice-Lorient. Ça sera le match du dimanche prochain à 17h15 du côté de l'Alliance Riviera. On termine avec le Souviens-toi. Et on a appris cette semaine, Antoine, le décès de Nambatang Toko, qui était, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et comme je me suis trompé, c'était évidemment l'attaquant de l'OGC Nice, ancien attaquant de Nice et du Paris Saint-Germain, qui est décédé cette semaine. Oui, il est décédé à l'âge de 73 ans. Alors, il avait fait vibrer les supporters niçois, dont Jean-Philippe quand il était beaucoup plus jeune, et notre chef, ex-chef Philippe Camps, hein, évidemment, qui c'est lui qui a signé le papier hommage mercredi dans Nice Matin. Et on va revenir un petit peu donc parce que c'est vrai peut-être les plus jeunes ne le connaissent pas, hein, et on va peut-être revenir un petit peu sur la carrière de Toko. Toko donc qui de son nom complet s'appelle Nambatang Tokomon Dieudonné. Il était né le 21 août 52 à N'Djamena au Tchad. Alors c'est un peu particulier parce que comment il a débarqué en France, il a été découvert par un coopérant français, un ancien procureur général au Tchad, qui l'a mis un petit peu en contact avec Grenoble à l'époque, et il a fait un essai donc à Grenoble qui s'est révélé non concluant. Mais il est resté en France et il est parti jouer en Détroit à Albi en 75, et c'était un club amateur, mais là-bas il a cassé la baraque, il a marqué, il a fini meilleur buteur juste en 6 mois, il a fini meilleur buteur comme le raconte Philippe dans son papier de Détroit. Et donc il y a 2 clubs qu'il avait de D1 qui se l'arrachaient, Nîmes qui était un club à l'époque de D1 qui était assez réputé, et l'OGC Nice, et c'est finalement l'OGC Nice qui a réussi à le faire signer. Donc il débarque au gym, il a déjà 23 ans. Il rejoint les Baratelli, Katalinski, Hugues, Jouve, Guillou, Sanchez, Biekovic, hein, toute cette clique qui est les romantiques qui a fait rêver de là on le voit donc avec j'ai pas mis la twil. Daniel Sanchez, Nenad Djekovic. Voilà, Sanchez et Biekovic. Est-ce qu'ils sont beaux ces maillots? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Magnifique maillot. Ouais. Il y en a un qui n'a pas le même. Non. Ouais. Tu as eu de l'année d'avant, de l'année d'après. Ouais. À l'époque, il faisait des économies. Voilà, donc il arrive et c'est le premier Tchadien à devenir pro en France. Après, il y aura Jeffet Endoram, par exemple. Voilà, exactement. Et alors, dès son arrivée, Nambatang Tokomon Dieudonné deviendra Toko. Voilà, sur une idée de Jean-Noël Luc. Et Tok aussi, beaucoup maintenant, il est devenu Toko. Donc au gym, il deviendra un attaquant puissant et imprévisible qui martyrise les défenseurs. Et il marquera 29 buts en 99 matchs. Il fera aussi beaucoup de passes décisives. Donc en 3 saisons jusqu'en 78, le joueur fait rêver et l'homme fait l'unanimité parce que c'était quelqu'un avec beaucoup de valeur, avec aussi un franc-parler, et puis il aimait bien dire des choses très pertinentes et intéressantes. À Nice, et hélas, comme toute cette génération de romantiques, il ne gagnera pas de titre, malgré une finale de Coupe de France en 78 où il rentrera pour le dernier quart d'heure, donc cette défaite contre Nancy. Des titres, il en gagnera ailleurs. Il partira après à Bordeaux, mais c'est ça à Strasbourg qu'il gagnera avec Jouve en 1979, champion de France. Ensuite, il signera à Valenciennes et puis il ira au PSG où il deviendra là-bas aussi une idole, où il gagnera 2 Coupes de France en 82 et 83. Il retrouvera là-bas Dominique Baratelli et il marquera aussi, c'est l'auteur du premier but européen de l'histoire du PSG. Donc il a marqué beaucoup le Paris, puisque après sa carrière, il finira sur un titre de champion de France de D2 avec le Paris FC en 86. Et après sa carrière, il sera dans l'encadrement du PSG et il deviendra recruteur pour le club parisien jusqu'en 1999.
Et puis ensuite, donc, il prendra sa retraite. Il continuera après en freelance. Et il prendra sa retraite à 60 ans. Il habitera à Valoris en 2013. Voilà, à 60 ans, où il vivait après dans un petit studio. Il avait été un peu rattrapé par les impôts. Comme l'a très bien écrit Philippe. Ouais. Il s'entendait mieux avec ses coéquipiers qu'avec les impôts. Donc, côté vie privée, il a eu 3 épouses et 4 enfants. Là, on a retrouvé aussi des petites photos. De la 50e Voilà, là en 2010, c'était au jubilé de Luis Fernandez, donc avec la cigarette qui ne le quittait pas. Voilà. Ensuite, on va le voir en 2014, ici c'est à l'Alliance Riviera. Donc la première saison de l'OGC Nice dans l'antre de l'Alliance Riviera. En 2018, on va le voir avec le trophée de l'ancien Aiglon avec Kaba Diawara. Et donc encore très récemment, donc quand on a fêté notre 50e, la 50e de Gin Tonic à l'Alliance Riviera, on le voit avec Roger Jouve et avec Philippe Camps. On le voit là toujours vêtu de son chapeau. Je me souviens qu'il y a eu un bel échange aussi avec Kefren Turam. C'est exactement ce que j'allais dire. Et bien regardez. C'était on ne s'est pas consulté. C'est triste à chaque fois qu'un ancien Aiglon s'en va, mais le bonheur c'est de trouver la plume de Philippe. Et ce jour-là, Philippe, il a réussi en plus quelque chose, c'est qu'il a fait le lien entre les générations du gym. Et grâce à Philippe, qui a fait venir Toko et Kefren ont échangé pendant un bon une demi-heure, une heure. Et Kefren était très marqué, parce qu'il disait que Lilian, son papa, lui parlait de Toko. Et donc, quand il a su que c'était Toko, il est venu le voir, lui disant: mon papa m'a beaucoup parlé de vous, et donc je veux vous. Et grâce à Philou, il y a eu ce moment génial. La photo, elle est fantastique. Et à Gym Tonic, il faut le dire aussi. Mais pour moi, Philou, il est au-dessus de Gym Tonic. Et il sera toujours au-dessus de Gym Tonic. Et la photo avait fait la une de l'encart des sports quelques jours après, ou le lendemain, ou le surlendemain de la fête de la 50e de Gym Tonic qui avait eu lieu à l'Alliance Riviera. Un très très beau souvenir d'ailleurs. Et encore plus maintenant. On fera la 150e la semaine prochaine. Que Toko. L'Alliance encore Entre nous, tranquille. On n'a plus d'argent. Et juste un dernier petit mot, c'est pour dire que l'OGC Nice lui rendra un hommage appuyé contre Lorient. Avant la réception de Lorient. En tous les cas, on rend hommage à Toko aujourd'hui. On adresse toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Jean-Phi, lundi après-midi, pétanque. C'est sûr. Sûrement. Ouais. Lundi matin, jardin. Et lundi matin, jardin. Oh là là. On verra. Il n'y a plus de programme. Il a le temps, c'est un tranquille. Toujours le jour. Tu regarderas toujours les matchs du gym quand même. Je ne regarde que ça. Même au stade. Je crois qu'il y a un match ce soir. Ça, tu regardes tous les matchs. Non, le gym. Le gym et rien que le gym. Leandra, on retrouvera un papier sur Ederson. Tu allais nous retrouver Ederson dans le journal, c'est ça, dimanche? Tout à fait, au fin fond du Brésil. Mais un super mec, vraiment, j'ai passé un moment fantastique en visio avec Ederson, tout à fait. Voilà, quelle chance. Grand joueur, Ederson, effectivement, qui a marqué l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Merci Jean-Philippe. Belle trouvaille de Roger Ricord. Belle trouvaille, effectivement, de Roger à l'époque. Et qui a joué à Lyon, évidemment, aussi. Et oui, à l'époque, plus gros transfert. Maurice Cohen nous racontait la semaine dernière le transfert. Et à l'époque, ça marchait beaucoup à la cassette vidéo. Ah bah oui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ma chère amie. À mon époque, les VHS, ça n'existait pas. Maintenant, c'est plus facile. Bon, Jean-Philippe, merci beaucoup. Tu es le bienvenu sur ce plateau quand tu veux. Là, si tu t'ennuies, ou même si tu t'ennuies pas d'ailleurs. C'est nous qu'on va s'ennuyer de lui. Il va nous Je vous remercie énormément. Et puis, on va le languir. Autant la porte est ouverte pour le GC Nice, autant la porte est ouverte pour Gym Tonic. Eh ben, c'est très gentil, Jean-Philippe, avec grand plaisir. Tu es le bienvenu quand tu veux. Léandra et William et Antoine, merci beaucoup. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Nicolas Le Couturier de Curcy pour avoir préparé et réalisé cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic, la 150e. Donc, d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.